Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier webinaire organisé par la BGE et par Catalyst, qui a pour but de vous faire découvrir tout simplement le parcours d'une extraordinaire chef d'entreprise qui est présente avec nous aujourd'hui, donc Anne-Claire. Avant vraiment de démarrer ce webinaire qui va durer 1 heure, ce que je vous propose, c'est tout simplement pour démarrer une petite pause technique. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne l'outil. Vous allez voir, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation. Donc l'outil s'appelle Livestorm, c'est un outil vraiment dédié au webinaire. Donc aujourd'hui, les interactions avec vous vont se faire essentiellement à l'écrit. On ne vous verra pas, on ne va pas vous entendre aujourd'hui. Par contre, on va pouvoir vous lire et vous répondre à la fois à l'écrit puis oralement. Donc je vous invite, c'est en haut à droite de votre écran. Vous avez tout simplement trois colonnes. Donc la première qui s'appelle chat. Donc je vois que certains ont commencé à nous dire des bonjours. Donc on voit qu'il y a des habitués de l'outil. Donc c'est top. Donc ceux qui ne connaissent pas, vraiment allez dans la partie chat, faites-nous un bonjour, dites-nous d'où vous venez, puisque le webinaire est organisé à l'échelle de la région Bretagne. Donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, par exemple, je sais pas. Moi je suis à Rennes, ma collègue Anne-Marine est à Brest ou à Quimper, je sais plus. Elle nous dira tout À à l'heure. Quimper. À Quimper. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on a des gens de Cesson, de Rennes, de Vitré, donc beaucoup de non, de Saint-Brieuc, j'allais dire. On a que des gens d'Ille-et-Vilaine, mais non, donc très bien. Et vous avez l'autre onglet juste en haut à droite qui s'appelle questions, où là vous allez pouvoir poser des questions, nous poser des questions, poser des questions à Anne-Claire, parce que ça va être le but de tout le webinaire, c'est surtout d'interroger, d'interviewer Anne-Claire sur son parcours et sur son métier de chef d'entreprise. Donc je sais pas s'il y a un volontaire pour poser une question toute bête, hein, c'est juste pour tester l'outil. Nous, comme on anime l'atelier, on ne peut pas se poser à nous-mêmes des questions. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire pour nous poser une question? Sinon, je vais désigner un volontaire au hasard. Hein. Alors, Nous avons des questions. donc, il y a des questions. Donc, on voit, voilà, vous allez bien, comment vous allez? Donc, très bien. Donc, n'hésitez pas vraiment pendant tout l'atelier, donc ça va durer 1 heure, à poser un certain nombre de questions, à rebondir sur ce qu'on va pouvoir nous aussi poser comme question à Anne-Claire. Il y a quelque chose aussi d'intéressant pour les questions, c'est que normalement, vous avez une petite coche à côté de chaque question en forme de triangle, et puis on va venir, vous allez pouvoir voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir aucune question, mais vous dire bah tiens, il y a Marie Ferdinand qui a posé une super question, et ben je vais voter pour elle. Et du coup, ça va nous permettre nous en tant qu'animateurs d'aller chercher les questions qui sont le plus sollicitées, ceux qui ont le plus de likes, comme on dit sur les réseaux sociaux. Donc les petits triangles, là, les petites coches, c'est ça. Donc on voit qu'Alicia elle a déjà 5. Pourquoi choisir d'entreprendre? Ça va être une sacrée question, Anne-Claire. J'imagine que tu as déjà bien préparé ta réponse. Donc voilà, vous avez compris le fonctionnement, donc c'est top. On va se servir que de ces colonnes-là aujourd'hui. La partie chat, vous avez compris, on va vous laisser un peu interagir dessus. C'est plus pour vous écrire vos ressentis, vos remarques. On va pas forcément se concentrer dessus, nous, en tout cas mes collègues qui animent avec moi aujourd'hui. C'est libre à vous de mettre les émotions ou les interpellations que vous voulez mettre dedans. Nous, on va surtout faire un focus sur la partie questions et on va vous expliquer après. Mais le but, c'est que on puisse faire remonter vos questions à l'écrit, qu'on les pose oralement à Anne-Claire. Donc, merci en tout cas pour cette petite pause technique assez rapide. Juste dernier détail aussi sur l'aspect technique. Si vous avez des soucis de connexion, en bas à gauche, vous avez un petit point d'interrogation. Il y a marqué aide juste à côté. Si vous cliquez dessus, en fait, ça vous permet éventuellement de résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, on aura du mal, nous, être dans la capacité de régler tous les problèmes techniques. Si vraiment vous êtes déconnecté, si la connexion est mauvaise, vous inquiétez pas. Vous aurez accès au replay du webinaire, puisqu'à la fin de l'événement, quand on va clôturer l'événement, vous recevrez par mail le lien qui vous permettra d'assister à l'intégralité du webinaire, même si vous avez dû couper en plein milieu pour des raisons, par exemple, techniques. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller reconsulter le webinaire si vous en avez loupé un bout. Puis bien évidemment, vous pouvez aussi le reconsulter, même si vous l'avez vu intégralement et que vous voulez le revoir dans d'autres conditions, mettre pause, prendre des notes. Donc vous pourrez également le revoir dans ces conditions-là. Le déroulé aujourd'hui, vous l'avez, je pense, assez bien compris. Ça va être surtout de poser des questions à Anne-Claire, mais donc on va démarrer par un tour de table on va répondre à l'objectif qui est d'entendre vraiment le parcours d'Anne-Claire, pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser. C'est un webinaire qui est organisé à l'échelle de la région Bretagne dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Active Créa Émergence, qui est piloté aujourd'hui par les BGE bretonnes et par Catalyst. Donc une bonne partie des gens, en tout cas de vous, de personnes invitées, vous êtes issus de ces structures-là. Mais c'est aussi un webinaire qu'on a ouvert à d'autres, donc c'est possible aussi qu'on ait des profils de personnes qui ne sont pas dans le dispositif, mais en tout cas vous êtes aujourd'hui
assez nombreux et nombreuses. Vous êtes 100 tout pile, donc il y a 100 personnes pour l'instant de connectées. Donc ce que je vous propose avant de passer la parole à Anne-Claire pour vraiment démarrer le webinaire, c'est peut-être Anne-Marie nous dire un peu en un mot ou deux qui tu es. Alors bonjour, moi je suis donc Anne-Marie Ndouget, conseillère et formatrice pour la BGE Finistère, et donc j'ai le plaisir d'être en co-animation aujourd'hui pour positionner du coup toutes les questions et les remontées que vous pourriez avoir en termes de questionnement auprès d'Anne-Claire et de Mathieu. Bon webinaire tout le monde. Merci Estelle. Je vais me présenter avant toi, Anne-Claire, parce que tu vas voir que la première question, c'est un peu celle-ci. Donc moi, je m'appelle Mathieu, je vais être votre animateur là aujourd'hui. C'est moi qui vais être un peu la voix de cet atelier-là. Donc en tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux présents aujourd'hui. Et puis du coup, j'ai posé une première question à Anne-Claire, c'est tout simplement, Anne-Claire, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et puis un peu quel est ton parcours? Je pense que c'est une bonne question pour introduire ce webinaire. C'est une très bonne question pour introduire, effectivement. Alors, merci déjà de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Donc, je suis Anne-Claire Loec, je suis la gérante d'une société qui s'appelle Palpite, qui est un espace de coworking et location d'espace et organisation d'événements situé dans le quartier Saint-Hélier, pas très loin de la gare à Rennes, pour ceux qui connaissent la ville. Donc voilà, j'ai monté cette activité depuis le 1er janvier 2021. Donc, c'est vraiment une expérience entrepreneuriale très récente. C'était la question du parcours aussi? Oui, c'était un peu quel est ton parcours? Mon parcours, donc du coup, ça fait 1 mois et demi que je suis à la tête de cette SARL Palpite. Mais avant ça, j'avais déjà une étape entrepreneuriale puisque j'ai été auto-entrepreneur pendant 2 ans sous le nom de Bonjour Chaton, un nom un peu malicieux qui était une sorte d'agence événementielle où j'organisais des événements des événements décalés, inattendus. Et avant cela, j'étais journaliste pendant une 15aine d'années. Donc voilà. Ça allait être un peu ma deuxième question. C'était un peu ma deuxième question. Alors, j'ai bien vu, il y a plein de questions, on les note bien, on va les poser à mesure. Là, je pose juste 2-3 questions vraiment pour se roder. Et puis après, on va aller piocher dans vos questions. Moi, j'en avais une deuxième, Anne-Claire, c'est un peu comment tu en es arrivé à créer ton entreprise, en tout cas tes entreprises, puisque en fait, tu en es à ton deuxième projet de création. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'entrepreneuriat et pourquoi créer sa boîte ou ses boîtes? Alors, je pense que tout d'abord, c'est un désamour pour un premier métier, parce que du coup, j'avais choisi en première partie de ma vie professionnelle un métier passion, le métier de journaliste, pour diverses raisons qui seraient un peu longues à expliquer ici. Je me suis détachée de ce métier et je cherchais. Moi, j'ai toujours eu comme motivation d'avoir un métier qui me donne envie de me lever le matin. C'est pas pour rien que j'avais choisi un premier métier passion, un métier où je puisse utiliser des compétences différentes, de pouvoir continuer à apprendre. Et donc, l'entrepreneuriat m'a semblé quand même l'opportunité de pouvoir me créer un quotidien qui me convenait et de continuer à apprendre, d'être polyvalent. Et j'avais le sentiment que je n'allais pas trouver ça dans le salariat. En tout cas, pour l'instant, je n'avais jamais réussi à trouver dans le salariat cette possibilité de s'épanouir, d'aller faire des choses qui nous plaisent au quotidien. Il y a une question, alors c'est Elodie qui a posé une question dans la partie chat. N'hésitez pas, Elodie, vraiment à la poser dans la partie question. Je l'ai vu parce que j'ai les yeux partout. mais Elodie, elle nous demande, comme tu as été journaliste, est-ce que tu étais aussi dans l'événementiel ou c'est vraiment… Non, pas du tout. Et du coup, est-ce que tu avais suivi une formation dans l'événementiel pour créer la première entreprise? Non. En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc, en fait, j'ai mis plusieurs années à aboutir à mon projet En fait, j'ai toujours eu ce projet d'ouvrir un tiers-lieu, parce que du coup, aujourd'hui, je gère un tiers-lieu qui aurait à la fois du coworking et une partie événementielle. Ça a toujours été mon souhait.
Mais cet apprentissage, il s'est fait vraiment sur la durée. À l'époque, j'ai monté une association qui s'appelait Good Morning Rennes, dont le but était d'organiser des booms pour faire la fête le matin avant d'aller travailler. Et donc, en tant qu'asso, j'ai appris sur le tas à gérer un événement de 300 personnes. Je pense de façon complètement naïve au départ, clairement. Je repense à des choses qu'on a fait au premier événement, clairement que je referai plus. Mais j'ai appris mon métier de l'événementiel sur le tas, clairement. Et puis en demandant des conseils à l'entourage. Voilà. À chaque fois qu'une situation se présente, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc non, je n'ai pas fait de formation. J'ai appris de façon complètement prosaïque le métier. Et l'association et après j'ai basculé à monter mon auto-entreprise. Mais au départ, c'était un projet associatif en tant que bénévole. Nous avons une question, pardon Anne-Claire, du coup, qui est tout à fait en lien, qui pose la question de par où commencer, du coup, quand on a ce souhait de création et quelles sont les étapes, du coup, potentiellement à suivre. Alors, c'est une question qui est très difficile, je trouve, parce que je me permets juste d'ajouter, du coup, surtout que tu as créé 2 fois. Donc, tu vois, est-ce qu'il y a des différences entre les deux? C'est le même chemin. En tout cas, pour moi, de mon expérience, c'est que ça s'est fait de façon… je ne sais pas si c'est un mode d'emploi de il faut faire ça en premier, puis ça, puis ça. Enfin, je pense que Mathieu et Anne-Marine à la BGE sont bien placés aussi pour voir qu'ils ont sûrement des parcours Alors nous, on est censé poser les questions, hein. On n'est pas censé répondre. C'était pas notre rôle aujourd'hui. C'est le journaliste. On va quand même y répondre. Mais oui, en tout cas, il y a sûrement des parcours complètement différents. Moi, ça s'est fait de façon progressive. Donc, je vous disais, il y a 6 ans, il y a 6 ans que j'ai eu cette idée de monter un espace de coworking avec de l'événementiel. Mais à l'époque, le projet me semblait, je savais pas par quel bout prendre les choses, comme vous peut-être aujourd'hui par rapport avec les projets que vous avez. Et je me suis dit, je vais commencer par un petit… Voilà, je vais commencer par créer des choses. Donc, j'ai monté mon asso, j'ai commencé à créer des événements, puis un autre, puis déposer, jusqu'à finir par monter une auto-entreprise. Mais j'avais déjà en tête que je voulais avoir un lieu. Pour moi, l'auto-entreprise a toujours été… Juste, Anne-Claire, je m'excuse, c'est juste un petit détail technique. Est-ce que tu peux voir si tu rapproches ton micro, parce que je pense que ton micro se balade, du coup on a des sautes de son. Merci. Je vais tenir. Est-ce que c'est mieux? Je pense que ça va être mieux, parce que du coup il se balade et le son est pas stable. Merci, pardon, je t'ai coupé, c'est pas très simple. Non, c'est important d'être… Ça sert à rien que je parle dans le vide si personne m'entend. Du coup, je ne sais plus. Mais en fait, du coup, ça s'est fait vraiment de façon progressive. Donc, tu avais une vision quand même t'avais une vision assez précise de ton projet. Tu l'avais peut-être pas tout le chemin, mais c'est en faisant que ça s'est construit. En tout cas, la première chose, c'est de commencer par une action. Enfin, ça, c'est sûr et certain. C'est que pour n'importe quel projet, il faut commencer par une petite tâche parce que ça dépend de l'ambition de vos projets, s'ils sont importants ou pas. Ça peut paraître être une montagne, alors que si on commence par une étape, ça va. Faut enclencher. J'ai fait une formation donc j'ai fait une formation de la BGE, mais quelques années auparavant, j'ai fait une formation avec une autre structure qui n'existe plus, dont le slogan était Think Big, Start Small, but Start Bordel. Donc, je traduis, pense grand, commence petit, mais commence bordel. Et en fait, c'est ça le conseil que je donne. Voilà. Je ne sais pas si c'est répondu de façon… Après, moi, je reviens juste sur la question. Et tu l'as dit qu'il y avait des étapes, qu'il fallait valider des actions pour pouvoir aller à une autre. Donc, bien évidemment, quand on a un projet de création d'entreprise, c'est un chemin qui est jalonné d'étapes qu'il faut franchir. Ça ne nous interdit pas à un moment donné de revenir un peu en arrière puis de revérifier certaines étapes. Mais bien évidemment, il y a un parcours d'accompagnement qui est jalonné d'étapes qui ont une logique, hein, c'est un parcours. Donc oui, il y a bien un parcours de création d'entreprise. Après, tu es la preuve vivante qu'on peut le faire en étant accompagné différemment, en tout cas de le faire sur un projet peut-être un peu différent, mode associatif, mais qu'à un moment donné, il y a quand même ce besoin de structurer un projet, en tout cas que toi, tu as ressenti, et c'est pour ça aussi qu'on s'est rencontrés
Et du coup, je voulais juste rebondir en même temps sur la question qui était, alors je la retrouve plus, mince. Alors moi, j'en ai une qui va Vas-y. être rebond, du coup, Mathieu, excuse-moi, mais justement sur les difficultés éventuelles qui auraient pu être rencontrées dans ce cheminement et également un lien aussi avec les aspects financiers, budgétaires, c'est-à-dire est-ce que au départ, vous aviez un peu d'argent à mettre dans votre projet ou pas? Il y a deux questions. Alors, du coup, la première, c'est elle a dit les difficultés. Oui, sur… Je réfléchis. Hein. Bah, après, les difficultés, oui, il y a toujours des difficultés, mais ça dépend après, je pense, de son caractère dans la façon de percevoir les difficultés. Il faut que je réfléchisse pour répondre à cette question. Alors, et l'autre, moi que tu L'autre question, c'était est-ce que voilà, il fallait envisager un budget minimum pour la création? Est-ce que vous aviez un petit peu d'apport financier, par exemple, aussi pour lancer le projet? Là aussi, tout va dépendre du projet. Pour l'auto-entreprise, je n'avais pas besoin de projet parce qu'effectivement, c'est une structure qui est assez légère. Les prestations que je faisais ne me demandaient pas un engagement physique, ne me demandaient pas d'avoir une trésorerie de départ importante. Donc, je n'ai pas emprunté. J'avais la chance de pouvoir toujours être accompagnée aussi par Pôle emploi. Donc, en termes de revenus, j'ai pu commencer assez tranquillement en ayant l'aide de Pôle emploi. Donc, pour ce projet-là, je n'avais pas de ressources particulières. Par contre, pour le lieu que je gère aujourd'hui, j'ai dû faire un emprunt parce qu'effectivement, là, je suis sur un projet qui a un investissement différent parce que j'ai racheté un fonds de commerce, donc il y a une certaine valeur, et puis aussi des investissements liés au réaménagement du lieu. Et donc pour ça, effectivement, il fallait avoir une somme minimum de départ pour faire un emprunt bancaire. Voilà. Mais après, il existe aussi des aides pour pouvoir emprunter. Je reviens un peu sur la question que tu avais posée, Anne-Marine, qui pose un peu différemment. C'est une question de Anne. C'était quelle est l'étape la plus compliquée dans le parcours avant la création? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur avant de créer? Alors, peut-être pas ta première structure, mais peut-être la deuxième qui est peut-être, ou pas d'ailleurs. Bah, en fait, je dirais plutôt la première. Parce que l'étape la plus difficile, c'est de se faire confiance. Pour moi, c'est ça. C'est oser y aller, se sentir légitime à monter sa structure, aller frapper aux portes. Je dirais que l'étape la plus difficile, c'est de faire le premier pas. C'est peut-être l'étape où vous êtes là aujourd'hui. Parce qu'après, les autres, ils suivent. Et après, on oublie, je crois, les difficultés au fur et à mesure. Je suis désolée. Mais, souvent, on a une mémoire sélective. On a tendance à oublier les moments difficiles et on se rattache peut-être au moment de réussite aussi. C'est ma personnalité d'oublier les étapes difficiles, mais je me souviens que ce qui était compliqué, c'était de me faire confiance et d'aller vraiment, d'oser dire que je voulais faire ça. Moi, je m'étais noté une question qui fait un peu le lien avec ça. Alors, c'est pas vraiment l'étape la plus difficile, mais est-ce que des fois, tu as des moments de doute? Est-ce que tu en as eu? Est-ce que tu en as encore aujourd'hui? Est-ce que c'est normal d'avoir des doutes? Non, tout le temps. Tout le temps. Bah, surtout cette année. En fait, j'en ai. Alors, il y a certaines personnes comparent l'entrepreneuriat à des montagnes russes. Donc, ça veut dire que quand on a des choses qui fonctionnent bien, on est très, 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 très heureux. Et puis, on peut aussi descendre bas en termes de doute, d'inquiétude. Depuis que je connais cette cette analogie, et ben, quand je doute, je me dis que c'est normal, que ça fait partie du chemin. Cette année, 2020 a été forte en doute. Je ne sais pas comment ça serait passé hors Covid, mais c'est vrai que moi, mon projet, donc je faisais de l'événementiel quand même. Donc on m'a dit en 2020 que tous les événements que j'organisais, c'était terminé. Et je travaillais sur un projet où on met des gens dans un même espace et où je continuais de l'événementiel. Donc cette phase Covid, c'était quand même très stressant. Mais au final, en fait, on oublie après une fois que c'est passé.
Je pense que j'ai dû avoir quelques appels à Mathieu où j'étais un peu stressée sur les moments de négocier le fonds de commerce aussi. Je me souviens de quelques appels. Je l'ai noté. Mais toutes les étapes qu'on ne sait pas faire, en fait, une fois qu'on les a passées, c'est OK. Il y avait une question d'ailleurs sur le rachat fonds de commerce. Exactement. En fait, on nous demande comment se passe le rachat d'un fonds de commerce. Et puis, est-ce qu'on doit garder aussi l'essence, ce que faisait un petit peu le commerce précédent? Comment se passe le rachat d'un fonds de commerce? Je n'ai pas prétention à avoir le mode d'emploi pour ça. Je peux juste parler de mon expérience. Donc, il se trouve que au mois de juin, en sortant de confinement, j'ai décidé d'avancer sur ce projet d'ouvrir un lieu et je suis venue voir l'ancienne gérante du lieu ici pour lui demander des conseils. Et alignement des planètes, je suis repartie avec une proposition de rachat de son activité. Je ne savais absolument pas en allant au rendez-vous que j'allais repartir avec une proposition de rachat d'activité. Moi, à la base, je voulais créer une activité de zéro. On était dans le même réseau amical avec cette personne. Donc, on a eu une négociation qui s'est faite vraiment en toute bienveillance. Je pense qu'on a chacune été vigilante à pas vouloir écraser l'autre. Donc, ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un compromis intéressant. Mais je sais si en disant ça, je réponds à la question. Mais, la question, c'était au-delà de l'aspect technique, puisque c'est vrai que c'est pas forcément là aujourd'hui, c'est des questions très, très particulières. C'est est-ce que tu as gardé, est-ce que Palpite, c'est nouveau? Est-ce que c'est… Et donc, moi, après, j'aurais pu faire ce que je voulais. J'aurais pu faire. En fait, après, c'est un choix. En fait, une fois qu'on a racheté le fonds de commerce, on fait ce qu'on veut. En fait, si on a envie de garder tout comme c'était, et ben, on a le droit. Si on a envie de tout bouger, on peut aussi. Et voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est un compromis. Ça s'appelait le lavoir avant. J'ai la chance de commencer une activité avec une clientèle qui est déjà présente. Et je fais du changement dans la continuité. Donc, je change les choses en douceur. Moi, j'ai fait le choix de faire ça tranquillement, apporter mon identité au fur et à mesure. Alors, je me fais faire le lien avec certaines questions que nous avons. Donc, la personne qui a cédé le fonds de commerce était donc une personne du réseau, Oui. de votre réseau. Est-ce que dans ce développement de réseau aussi, parce que c'est important d'être en contact avec différents partenaires et différents acteurs pour se faire connaître, est-ce que vous avez des techniques, des outils et comment vous avez procédé en fait pour développer et utiliser votre réseau? Elle pose des questions difficiles, Anne-Marine. Ah oui, c'est hyper difficile. C'est pas moi en plus. Comment on développe son réseau? En fait, son réseau, c'est tout le monde. En fait, il faut partir du principe que le réseau, c'est autant ses cousins qu'un ancien collègue, que les amis directs, mais aussi les amis de ses amis, les cousins des amis de ses amis. Enfin voilà, le réseau, c'est à partir du moment où on se dit que c'est potentiellement tout le monde. Voilà. Et comment on développe le réseau? C'est une question hyper difficile, je trouve. Et si je dis que c'est un peu la réponse que tu nous as donnée tout à l'heure sur l'étape la plus difficile, c'est d'oser. Est-ce que développer son réseau, c'est pas tout simplement aussi oser aller toquer une porte Non, mais oui, mais en fait, c'est de se rendre compte qu'on a déjà dans son carnet. En fait, parce que moi, j'entends des fois des gens dire: ah, mais j'ai pas de réseau. Mais en fait, en partant du principe que c'est tout le monde son réseau, c'est toutes les personnes avec qui on a une interaction, ne serait-ce qu'une seule fois, ou des proches à nous ont eu des interactions à partir de là. Donc je reprends l'exemple de la gérante qui m'a fait une proposition. On s'était vu une fois et en fait, on avait une amie en commun. Donc, le jour où j'ai voulu demander des conseils, j'ai demandé à l'amie en commun si elle pouvait demander à cette personne si elle était d'accord que je la contacte. Et puis voilà. Donc, en fait, on a tous un réseau. Et il n'y a pas d'action. Moi, je conseille pas. Je conseille pas. Je sais qu'il y a des gens qui, quand on parle de développer son réseau, ils vont dans des soirées. Ça n'existe plus maintenant, mais dans des soirées réseau. Moi, je suis très nulle à ça.
suis très très nulle à faire ça. C'est tout mon. Enfin voilà. Ça peut être dans un bar quand on avait encore une vie sociale. Ça m'est déjà arrivé de donner des cartes de visite aux toilettes dans un bar. J'ai vu des gens faire de réseauter en faisant du covoiturage, par exemple. Oui, mais ça peut complètement. Enfin, c'est tout le temps en fait. C'est tous les C'est pour ça personnes que je me qu'on suis permis le mot oser. C'est des fois il suffit de demander en fait tout simplement oui. autour de soi, comme tu le disais très bien, Claire. On a tous un réseau au moins de proximité qui est souvent sa famille, ses amis. Et parfois on oublie d'en parler à sa famille, à ses amis, qu'on porte un projet de création, qu'on se projette dans tel et tel projet professionnel, et on oublie. Et c'est dommage parce que c'est souvent eux qui vont vous donner peut-être des contacts à contacter. Voilà. Donc pas Et puis il hésiter faut à aussi oser en parler. oser aller voir aussi des professionnels qui font le métier, enfin des chefs d'entreprise qui font l'activité enfin une activité j'ai du mal à parler, mais l'activité qui vous plaît et demander un rendez-vous conseil parce qu'en fait souvent les gens ils ont été aidés eux-mêmes dans leur parcours d'entrepreneur et ils sont prêts à aussi donner des conseils, à échanger. Donc il faut pas. Et puis au pire ils vous répondent non, c'est pas grave quoi. Mais ça vaut le coup de demander des rendez-vous à des professionnels pour leur demander des conseils. Ça vaut le coup. Je pense que les personnes qui sont aujourd'hui présentes, qui sont accompagnées, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de la personne justement qui vous accompagne dans le cadre de la prestation Actifrea ou dans le cadre d'une autre prestation. Souvent, je parle pour moi, mais je pense qu'Anne-Marie nous confirmera, mais on a un accès aussi à des porteurs de projets, à des chefs d'entreprise qui sont souvent ouverts à échanger sur leur activité qu'ils ont peut-être lancée il y a 5 ans, 6 ans. Et ça permet vraiment d'alimenter votre réflexion et puis aussi de d'étendre votre réseau, tout simplement. Je lis quelqu'un qui dit les chefs d'entreprise n'aiment pas trop la concurrence à venir. En fait, je suis pas d'accord parce que vraiment, moi, je suis allée voir plusieurs gérants de coworking à Rennes et qui m'ont tous ouvert leurs portes pour me donner des conseils, alors que clairement, j'allais faire une activité similaire à la leur. Enfin, similaire. Chacun apporte après sa personnalité et son identité. Et il y a de la place pour tout le monde. Je reviens vraiment sur ce mot-là. Il ne faut pas hésiter à oser. De toute manière, si quelqu'un ne souhaite pas discuter avec vous, il vous le dira tout simplement de manière le plus souvent poliment. Donc, et dans une majorité des cas, vous verrez, vous serez surpris parce qu'ils vont accepter cette rencontre. Et ils l'acceptent parce qu'ils sont aussi passés par là où vous êtes en train de passer. Et peut-être qu'eux, ils n'ont pas eu cette chance d'oser, ou en tout cas, ils n'ont peut-être pas eu l'idée d'aller interpeller quelqu'un. Donc, ils seront contents de parler de leur projet. Et c'est souvent des gens qui sont bavards, hein, les entrepreneurs. Vous verrez, ils discutent beaucoup, ils donnent beaucoup d'informations parce qu'ils ont envie d'échanger sur leur métier. Il y avait d'autres questions. Je ne sais pas si Anne-Marie, vas-y. Oui, en fait, nous avons lancer. des questions que je vais regrouper entre des questions de Sébastien, de Mélissa, qui nous demandent en fait sur le lancement d'une nouvelle activité. Il peut y avoir un certain nombre de difficultés sur les aspects administratifs, financiers. C'est pas des choses qui sont toujours évidentes, hein, en plus du développement de l'activité. Est-ce que Anne-Claire, vous avez fait des formations spécifiques peut-être sur ces thématiques financières, administratives? Tout à fait. J'ai suivi la formation de la BGE. J'ai fait, c'était au mois de juin, c'était 10 jours pour apprendre à monter son business plan. Et du coup, en plus, ça tombait très bien parce que j'avais cette proposition de rachat de fonds de commerce. Donc, j'avais un cas concret pour avancer. Et tout au long de la formation, on avait à la fois Mathieu comme formateur, un autre formateur de la BGE 35, mais aussi des intervenants, des professionnels. On a eu une intervention comptable, d'assureurs, de différents corps de métier dont on peut avoir besoin quand on monte son entreprise. Et donc ça a été hyper utile pour moi. C'était vraiment la partie sur laquelle j'avais besoin d'être accompagnée pour structurer mon projet et vraiment comprendre cette partie qui me paraissait hyper compliquée de mon business plan. Et puis au final, j'ai trouvé que c'était pas si compliqué grâce à l'accompagnement. Mais avant, j'avais essayé toute seule et j'avançais pas, je trouvais. Mais là, quand on a les réponses tout de suite grâce à l'accompagnement, on avance beaucoup plus vite. Juste Anne-Claire, juste le micro. Est-ce que tu peux faire attention à ton micro? Pardon. Vas-y Anne-Marie, excuse-moi. Oui, du coup, une autre question qui nous est posée de la part de Anne, qui nous demande en fait si du coup certaines obligations, certaines tâches sont déléguées à l'externe, un rôle commercial, un rôle comptable. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déléguées aujourd'hui au sein de la société Palpite?
Ouais, alors du coup, donc, moi, c'est une société où je suis toute seule. Et sinon, effectivement, j'ai un cabinet comptable et j'ai une société de ménage. Et c'est tout en prestation extérieure. Je réfléchis, oui. Et sinon, ouais, c'est tout. Sinon, je fais tout toute seule. Alors, moi, j'avais une question qui fait pas forcément le lien, je sais pas, on va voir. Mais c'est quoi aujourd'hui ton métier? C'est quoi le métier de chef d'entreprise? Euh, alors moi, mon métier aujourd'hui, c'est de faire en sorte que mes usagers, donc les coworkers qui fréquentent le lieu, eh ben, ils aient tout ce dont ils ont besoin à disposition, de faire en sorte que la connexion Internet fonctionne bien, qu'ils aient un bureau, mais ça va. Clairement, je découvre aussi mon quotidien, c'est de faire en sorte qu'il y ait du papier de toilette dans les toilettes, hein, et de faire en sorte que le lieu soit propre, à programmer à construire la programmation des événements quand on pourra reprendre l'espace. Donc, au sein d'une même journée, on peut faire des choses très basiques, hein, comme voilà, aller racheter du café, mais aussi construire la communication pour l'espace. Enfin, ça correspond complètement à l'envie que j'avais, en tout cas, d'avoir une journée avec plein de tâches différentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dire qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais. Enfin, j'ai pas une journée qui se ressemble. Après Alors, aussi, ça fait qu'un mois et demi que je suis là, donc je pense que j'ai pas encore une routine. J'ai encore beaucoup de choses qui est liées à la mise en place du lieu. Je fais aussi de la peinture, je répare des choses. et du coup, c'est peut-être les compétences, toi, quelle casquette il faut avoir demain pour quelqu'un qui souhaite s'installer, c'est quoi ces casquettes demain? Ben, ça dépend peut-être du métier, de type d'activité. Euh, bah après, peut-être certains ils veulent être boulanger, donc j'imagine qu'il faut savoir être boulanger. Euh, mais moi, c'est des compétences liées à la communication beaucoup. Et Alors, je vais te poser, je vais t'aider, je vais te poser une autre ouais, question. alors, Qui sont tes clients et comment aujourd'hui tu les trouves, tes clients? Comment tu peux aller alors les chercher si tu as besoin de nouveaux clients? ouais, parce que c'est vrai que moi, je commence avec des clients. J'avais déjà des clients en commençant mon activité. Euh, Moi, mes Oui. clients, c'est soit des salariés en télétravail qui cherchent, qui ont leur siège d'entreprise situé ailleurs et qui en ont marre de travailler chez eux et qui viennent travailler ici dans l'espace, ou des travailleurs indépendants qui, euh, qui aussi, pareil, pour les mêmes raisons, veulent trouver un bureau et rencontrer d'autres personnes. Euh, Comment je les trouve? Ben, c'est beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, la présence sur un site web, présence dans il y a un collectif rennais, un collectif breton des espaces de coworking. Et ben voilà, je suis présente dans ce catalogue. Je loue aussi la salle de réunion, donc c'est souvent des formations et qui me trouvent parce que je suis présente sur des catalogues, sur des catalogues en ligne, hein, je veux dire, de recherche de salles de réunion. Donc voilà, par le bouche à oreille. Nous, nous avons donc une autre thématique qui ressort là, de les questions. Émerge. Alors, merci, hein, parce que tous les participants sont, Il y a beaucoup de sont questions, hein. très actifs. Il y a beaucoup de questions, c'est très bien. J'espère que je réponds bien à vos attentes. Moi, j'ai du mal des fois à les choisir tellement il y en a plein et des biens en Oui. plus. En fait, il y a une question donc sur l'articulation entre vie personnelle et du coup nouvelle activité là de chef d'entreprise, avec J'aime bien des celle-là. questions sur oui bah c'est ça, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui bah, vous avez un peu de temps à consacrer pour une vie en dehors de l'entreprise ou est-ce que vous êtes investi à 200% sur l'activité? Et puis un lien indirect aussi, c'est la rémunération du coup que vous pouvez vous retirer et puis depuis combien de temps, puisque là l'activité est toute récente. Je me suis volontairement créé une activité professionnelle où
où je me sens bien. Donc, c'est vrai que j'ai pas de vraie frontière entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Je peux proposer à des amis de passer me voir ici. Donc, en fait, j'emmène ma vie personnelle sur mon lieu de travail et du coup, j'ai aussi en fait, c'est très, très mélangé. Après, j'ai conscience qu'il ne faut pas se faire aspirer par son entreprise. Donc, je me réserve je me réserve le samedi après-midi où je fais une activité nautique et du coup j'y vais. Et comme je suis inscrite, et ben en fait je suis obligée d'y aller. Voilà. Après là on est dans un contexte un peu particulier parce que on n'a pas une vie sociale hyper dense en ce moment, donc. Mais voilà, je ne peux pas répondre à cette question. C'est vrai que le contexte n'aide pas. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, passer 18 heures, les interactions sociales Mais diminuent. globalement, j'ai toujours une vie personnelle. Enfin, voilà, en fait, j'ai complètement conscience que de gérer un espace qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, moi, mes clients, ils peuvent venir dans le lieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Potentiellement, ça peut me prendre beaucoup de temps, mais je m'autorise à partir tôt si j'ai fini ma journée ou arriver plus tard le lendemain. Voilà, je peux faire à la fois une journée de 8h à 20h, mais des fois le lendemain, je vais faire 10h, 17h. Voilà. C'est une question J'ai la chance de pouvoir complètement gérer mes horaires aussi. C'est que moi, mes clients, ils sont autonomes dans l'espace et ma présence n'est pas indispensable pour que le lieu fonctionne. Il faut que je sois là souvent pour que tous les services que mes clients attendent soient accomplis, mais je n'ai pas besoin d'être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une question qui est légitime, qu'on entend souvent. Hein. Anne-Marine, tu confirmes sur l'investissement en temps dans son projet. Et je trouve la question d'Anne très, très pertinente. Et effectivement, il y a plein de cas assez variés. Mais dans une majorité des cas, en tout cas nous, accompagnateurs, on se rend compte que souvent les chefs d'entreprise, on va dire les 2 premières années, peut-être jusqu'à la troisième, c'est des agendas qui sont quand même très chargés avec leur entreprise, parce qu'il y a aussi cette envie de bien faire, de réussir, et puis de pas passer à côté de quelque chose. Après, c'est pas toujours le cas, et parfois certaines personnes le vivent plus ou moins bien. Mais déjà se poser la question et se rendre compte que effectivement mon entreprise me prend du temps, c'est important. Et je trouve que Anne-Claire, ce que tu viens de dire là sur ton activité là, je sais pas quel jour c'est, le samedi là sur l'activité nautique, de s'imposer des temps aussi en dehors de l'entreprise, c'est intéressant parce que le burn-out du dirigeant, c'est quelque chose qui existe et sur lesquels il faut être assez vigilant. Et même vous, demain, quand vous serez installé, gardez ça en tête, de vous préserver aussi par moment des temps à vous et votre famille, hein, parce que l'impact familial derrière aussi. Donc, soyez vigilants. C'est une bonne question. Merci Anne, en tout cas, pour cette question. Et du coup, peut-être sur la rémunération, c'était un peu la question qui faisait suite d'Anne-Marine. Même si tu viens de dire que c'était délicat, mais… Oui, non, mais c'est une question normale. Hein, l'argent, c'est aussi ça fait partie des sujets. Donc, je vous disais que sur mon activité d'auto-entrepreneur, j'étais accompagnée par Pôle emploi. Alors, quand on est auto-entrepreneur et qu'on est accompagné par Pôle emploi, il faut savoir que tout le chiffre d'affaires déclaré, du coup, ce mois-là, au mois de novembre, par exemple, vous déclarez du chiffre d'affaires, et Pôle emploi vous verse pas d'argent, mais il le décale à la fin. En fait, il décale vos droits à la fin. Ce qui fait que grâce au chiffre d'affaires que j'ai pu accumuler comme ces 2 dernières années, que je suis restée inscrite à Pôle emploi, j'ai pu décaler mes droits jusqu'en avril. Donc là, je suis toujours accompagnée par Pôle emploi jusqu'au mois d'avril. Voilà, c'est peut-être l'ACRE, effectivement, je ne me rappelle plus comment s'appelle le dispositif. Et voilà, et donc normalement, si tout se passe bien et comme prévoit mon prévisionnel, je devrais pouvoir me verser un revenu. Je me suis fixé un revenu à peu près équivalent à mes droits à Pôle emploi pour la première année, en espérant pouvoir augmenter petit à petit. Voilà. Et puis puis vraiment si ça marche bien, je me verserai plus, mais je me suis fixé un montant qui me permet aujourd'hui de vivre correctement et garder de la trésorerie. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, très bien. J'en ai une autre, Anne-Marine, sauf si toi, tu en as une, qui est une question qui est juste en dessous de la question de Anne et de Nathalie, une question de Maëlle qui nous dit, est-ce qu'il y a eu un déclic au moment de se lancer
Parce que l'envie est là, mais l'impression de rester bloqué dans la phase de recherche aussi. En gros, la question, est-ce qu'il y a un déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu bascules dans l'entrepreneuriat ou dans cette réflexion? Est-ce que tu en as eu un ou est-ce que c'est un déclic qui dure une seconde ou c'est quelque chose d'une réflexion qui a été mûrement réfléchie pendant des mois, voire des années? En fait, ça a vraiment été un chemin. Je ne fais pas du tout partie des gens avec qui, en 6 mois, ils décident de quitter leur travail et ils s'en font vraiment. Ça, c'était un chemin sur le long terme. Quand j'étais encore journaliste, je me suis fait accompagner. J'ai fait une sorte de coaching. C'était pas un bilan de compétences, mais presque. Parce que du coup, je cherchais effectivement qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie si je n'étais pas journaliste. Donc, il y a eu cette première étape. Du coup, je suis partie. Moi, j'ai fait le choix de partir quelques mois à Londres pour m'inspirer, mais j'avais déjà en tête que je voulais monter une entreprise. Et j'arrivais pas à franchir le pas. En fait, entre le moment où je franchis le pas et l'idée de départ, il se passe vraiment pas mal de temps. Où voilà, je suis allée chercher de l'inspiration. J'allais à des start-up week-ends. Donc, c'était des week-ends où pendant 48 heures, on apprend à monter sa boîte. J'ai fait voilà, je regardais des TEDx sur le web. J'allais chercher de l'inspiration et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me sens prête à, à, à me lancer et voilà. Donc ça s'est fait vraiment progressivement, mais c'est commencer à en parler et puis aller chercher de l'inspiration, aller voir des structures, échanger sur le projet. Je pense que je suis allée à un rendez-vous de la BGE il y a 5 ans. J'ai dû aller à une réunion d'information et il s'est passé 5 ans après jusqu'à ce que je m'inscrive à une formation. Donc voilà. Après, chacun son chemin. Tu es revenu vers nous par un moyen détourné parce que c'est quelqu'un qui a fait une formation chez nous qui t'a reconseillé de revenir vers nous. Quoi. Et après, effectivement, de moi-même, j'étais allée à une réunion d'information 5 ans auparavant. Et c'est une personne après qui m'a conseillé la BGE au moment où, de nouveau, je voulais passer une étape dans mon parcours. Il y a Anne qui nous pose encore une question. Mais vas-y, Anne-Marine. Oui, c'est en peut-être fait, celle-ci que tu voulais poser. Oui, en fait, il y en a plusieurs là qui ressortent par rapport au contexte économique et à la situation sanitaire. Voilà, plusieurs personnes s'interrogent sur le fait que est-ce que tout ce contexte est un frein particulier ou bien voilà, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut être un peu prudent aujourd'hui? C'est une vaste question. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour entreprendre. Bon, après, je ne suis pas sûre que j'ai dit tout ça dans l'année 2020, mais en fait, les gens qui ont entrepris en janvier 2020, ils étaient persuadés que c'était le bon moment, tous les signaux étaient ouverts, et en février, enfin en mars, ils se sont tapés un confinement, et pourtant, c'était le bon moment en janvier. Donc a priori, 2020, c'était peut-être pas la bonne année, mais en fait, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu, mais là où je veux en venir, c'est de me dire qu'il n'y a pas de bon moment et que si c'est le bon moment pour vous, il faut y aller. Enfin, c'est parce que si vous attendez toujours que tout soit aligné parfaitement, et en fait, vous n'y irez jamais. Donc voilà, après, ça dépend de ce que vous prévoyez d'ouvrir aussi, hein, c'est possible. Mais voilà. Après, moi, quand j'avançais dans l'année 2020, et sûrement il y avait une grosse part de naïveté, c'est que du coup j'ai commencé à réellement bosser sur le projet en juin, et de façon très naïve, je pensais qu'à l'automne ce serait terminé. Et puis à l'automne, on se disait non, mais à Noël c'est fini. Et pendant tout ce temps-là, j'avançais et jusqu'à ce que je puisse plus reculer, parce qu'en fait, si je ne faisais pas ça, je ne savais pas ce que je faisais. Ça voulait dire qu'au lieu de mettre mon énergie à monter un projet qui fonctionne, il aurait fallu que je renonce à mon rêve, que je mette de l'énergie à trouver un emploi salarié, alors que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Donc c'était le bon moment pour moi. Après, l'avenir me dira si j'avais raison ou pas. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, pourvu que ça continue.
Anne-Marine, tu as des questions Oui, en fait, nous avons une question. Plusieurs personnes s'interrogent. Alors, rien à voir, hein, c'est un lien avec ce dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est comment le choix du cabinet comptable s'est fait, le choix du comptable. J'en ai vu plusieurs. Alors, j'ajoute juste des partenaires en général. Comment tu choisis aujourd'hui, certes, un cabinet comptable, mais pourquoi pas demain un prestataire? Comment tu fais ces choix-là? Ouais. Ou la société de nettoyage, hein, par Mm. exemple. Ouais, alors pour le cabinet comptable, en fait, j'en ai vu plusieurs, mais donc comme je vous disais tout à l'heure, lors de la formation BGE, on a eu des interventions de différents comptables et des rendez-vous individuels avec certains d'entre eux. Et le contact est bien passé avec l'un d'entre eux. J'en ai vu d'autres qui m'avaient été conseillés par mon réseau. On parlait du réseau tout à l'heure. Et j'ai fini par choisir cette personne parce que le contact était bien passé. Je trouvais que les conseils qu'il me donnait étaient hyper constructifs. Je sentais qu'il avait vraiment, qu'il croyait en mon projet et qu'il avait envie d'investir du temps. Voilà. Il y avait un autre comptable qu'on m'avait chaudement recommandé et que je devais le rappeler pour qu'il me fasse son devis, qu'il ne faisait jamais. Et je me suis dit, cette personne n'a pas envie de travailler avec moi, donc il a beau être censé être le meilleur comptable, cette personne ne me rappelle pas, donc je vais plutôt travailler avec quelqu'un qui a envie de travailler avec moi, avec qui le contact passe bien. Et après, là, sur les prestataires actuels, j'ai repris les prestataires du lieu. Et ça se passe bien. Après, je me réserve la possibilité, là, ça fait 1 mois et demi, ce que je me suis dit, c'est que pour l'instant, je travaille avec eux et que je faisais un point d'étape au bout de 6 mois pour savoir si, oui, est-ce que ça fonctionne vraiment bien entre nous. Voilà. Après, l'ancienne gérante était très satisfaite. Donc, on peut dire que c'est aussi de la recommandation parce que l'ancienne gérante était satisfaite de ses prestataires. Donc j'ai poursuivi avec eux. Pour les cabinets comptables, Moi, je fonctionne par le réseau et le feeling aussi. Est-ce que je suis à l'aise avec la personne, tout simplement. Alors, le feeling, on peut le traduire aussi, c'est vous dire demain quand vous cherchez un cabinet comptable ou un prestataire, bien évidemment, il faut comparer les prix, parce que c'est important pour vous. Vous êtes un acteur économique, demain, une entreprise raisonne comme ça, hein. Mais c'est aussi qu'est-ce qui est rattaché au prix? Quelle valeur j'y mets derrière? Un comptable qui est peu cher, est-ce qu'il répond vraiment à mes besoins? Est-ce qu'il va être là à l'écoute? Est-ce que le fameux feeling dont Anne-Claire vient de nous parler, est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il sait m'accompagner? Est-ce qu'il sait se mettre aussi quelque part à mon niveau? Parce que les cabinets comptables, ils ont un vocabulaire qui leur est propre. Est-ce qu'il arrive à m'expliquer les choses simplement, en tout cas à mes compétences à moi? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut analyser. En gros, c'est quelle valeur ajoutée il va m'apporter et certes, combien ça me coûte, bien évidemment. Et après, on vous invite, c'est aller en voir plusieurs, effectivement. Moi, je l'ai beaucoup appelé, mon comptable. Du coup, moi, mon besoin, j'avais besoin de quelqu'un de disponible. Et je l'ai appelé je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup appelé pour lui demander des conseils. Voilà. Moi, c'est un critère qui était important et il était aussi capable de simplifier son propos, effectivement, comme disait Mathieu. Parce qu'on n'est pas en fait, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas des comptables, en fait. C'est pas notre métier. Donc, il faut qu'on soit face à des professionnels qui savent nous expliquer les choses. J'ai une autre question, c'est deux questions, la question de Nathalie et de François. Nathalie, c'est maintenant que ton projet est devenu réalité, comment vois-tu l'avenir? Puis Tom, François, comment savoir si ton entreprise est viable à long terme? Donc, c'est comment tu l'aperçois à moyen long terme? Et puis, est-ce que d'après toi, c'est une activité qui peut être viable à long terme? Bon, pour la deuxième question, j'espère que tu penses qu'elle est viable à long terme, sinon tu ne serais pas avec nous aujourd'hui. Mais est-ce que sur comment tu l'imagines? Est-ce que tu es déjà sur le là, t'es quasiment sur ta deuxième ou troisième étape, parce qu'au début, c'était une asso, après, c'est transformé en micro-entreprise sur l'événementiel, maintenant, c'est un tiers-lieu. Est-ce qu'il y a une étape d'après? Est-ce que tu t'imagines déjà faire autre chose en plus ou autrement? C'est un peu tôt pour le dire, mais oui, dans ma tête, je suis là pour 6 ans. Donc oui, donc la réponse est oui, je pense que mon entreprise est viable à long terme. Et après, j'ai plein d'idées pour développer cette entreprise et je pense que j'en créerai d'autres après, mais je vais d'abord me concentrer sur celle-ci, mais toujours dans la continuité parce que
on restera dans le même esprit de lieu avec des événements, etc. Mais j'ai d'autres idées de choses que j'aimerais développer et donc il y aura une suite après à ce lieu. Et tu vas devenir une sérieuse entrepreneuse. Peut-être. Mais déjà, on va faire fonctionner celui-là et puis après, Alors, Anne-Claire, je crois que c'est le chemin qui me plaît le plus. C'est le chemin, moi, qui me plaît. C'est le montage de projet qui me plaît. Du coup, je disais à Anne-Claire, on te sollicite en fait pour avoir ton avis concernant l'âge des créateurs d'entreprise. Est-ce que ça l'âge de la personne, comment dire, est-ce que c'est un critère particulier pour se lancer ou pas dans une création? Je pense pas. Moi, j'ai 37 ans. Voilà. Non, je pense pas. Je sais pas s'il faut que je développe, mais. Je peux répondre parce qu'on le voit avec Anne-Marie, on voit énormément de monde chaque année. Et très clairement, autant ça pouvait l'être peut-être il y a quelques années parce qu'il y avait des a priori, notamment vis-à-vis des financements. L'âge, notamment pour les jeunes personnes qui se sont lancées. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, quasiment plus. Et je veux dire, si demain une banque se bloque par rapport à l'âge d'un porteur de projet, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas la bonne banque qu'il faut aller voir. Donc aujourd'hui, l'âge, c'est plus un élément déterminant en soi, même s'il peut avoir quelques réflexes qui sont restés dans certaines banques. Quand je dis banque, auprès de certains conseillers bancaires. C'était quoi? Il fallait pas être trop jeune ou pas être trop vieux? Eh bien, je n'ai pas la précision. On ne sait pas, on n'a pas l'âge de Anne. C'est Anne qui a posé la question, il me semble. Par contre, un autre élément de réflexion qui est ressorti aussi plusieurs fois, c'était est-ce qu'il y a un facteur chance? Voilà, est-ce qu'il y a un aspect chance dans le lancement aussi. Merci de la poser. Est-ce que tu es chanceuse, Anne-Claire? Est-ce que tu as, c'est quoi qui porte chance? Est-ce que tu as une patte de lapin Non. non, pas du tout. Mais je pense que c'est une façon de voir la vie, la chance. C'est que face à une même situation, il y a des personnes qui vont. C'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Enfin, clairement, face à la même situation, des gens vont considérer qu'ils ont vraiment pas de chance, qu'on leur tire des. En ce moment, je me trompe tout le temps sur mes expressions françaises, donc j'allais dire, je cherchais une expression, je n'ai pas trouvé. Mais bref, vous voyez bien l'idée. Moi, je considère que j'ai plutôt tendance à voir les choses de façon positive. Donc oui, on peut dire que j'ai de la chance, mais je dirais que c'est une façon de voir la vie. Est-ce que la chance, ça se provoque pas un peu? Oui, si, ça se provoque, et puis il faut l'avoir. En fait, on a tous des opportunités, et puis si on sait les saisir, on dira qu'on est chanceux, et si on les a pas saisis, on dira que là, j'ai pas eu d'opportunité. C'est la question qui a été précisée. Hein. Stéphanie qui avait posé la question, elle nous précise, je veux dire au niveau des opportunités du réseau. Si on veut, parce que oui, j'ai de la chance parce que le jour où je vais voir la gérante d'un espace super, franchement, l'espace il est incroyable. J'ai 300 mètres carrés avec un jardin, au bord de la Vilaine, à 700 mètres de la gare. Oui, c'est comme une chance extraordinaire que cette personne me propose de reprendre son espace. Mais en même temps, si je reprends le pouvoir sur le rôle que j'ai joué là-dedans, c'est que cette personne, j'ai été frappée à sa porte. Enfin, j'ai été lui demander. J'ai mené des actions pour arriver à cette proposition. Et elle m'a fait cette proposition parce qu'elle me connaissait, on se connaissait un tout petit peu, mais elle me connaissait surtout de réputation et qu'elle avait confiance en moi. Donc, c'est à la fois de la chance et c'est une opportunité provoquée par mes actions. Alors, par expérience, des exemples comme ça, moi, j'en connais pas beaucoup, hein, j'en ai déjà vu. Mais souvent, on a plutôt l'exemple de la personne qui va solliciter un rendez-vous conseil, qui va toquer une porte et qui se retrouve avec une proposition d'embauche. On a beaucoup ces exemples-là. Donc, en tout cas, même si demain, vous êtes plutôt encore hésitant sur l'entrepreneuriat, allez interroger des gens dans votre domaine d'activité, allez voir des chefs d'entreprise, allez voir des partenaires potentiels. Et peut-être que ça va vous permettre aussi de vous ouvrir, de vous créer des opportunités à la fois entrepreneuriales, mais pourquoi pas aussi salariales pour ceux qui sont encore hésitants sur ce profil-là, ce parcours. Mais je me permets de rebondir. Alors moi, j'ai une très très bonne amie à moi qui rêvait d'avoir une boutique. C'était son rêve. Et elle a une très bonne initiative, je trouve, c'est qu'elle a
elle a postulé pour un job de vendeuse dans une petite boutique qui correspondait exactement à son rêve. Et au bout de 1 mois, elle s'est rendue compte que en fait, le quotidien dans une boutique ne lui plaisait pas du tout. Et donc, du coup, c'est un peu l'inverse quand même de l'idée d'entreprendre, d'aller vérifier que le rêve correspond à la réalité. C'est hyper important aussi. Et donc, c'est aussi en allant on revient à l'idée de frapper des portes, de demander à des gens qui font le métier que vous visez ce que c'est réellement le quotidien. Voilà, ça permet aussi de savoir si on fait le bon choix et d'y aller en connaissance de cause. On arrive à la toute fin, on est à peu près 4 minutes de la fin de ce webinaire. J'avais une dernière question, puis on pourra bien évidemment aller chercher peut-être une ou deux dernières questions auprès du public. Mais l'entreprise, donc ça s'appelait Lavoir, tu l'as renommée aujourd'hui Palpite. Donc l'idée, ma question, c'est pourquoi Palpite? Pourquoi ce nom-là précisément? Parce que Palpite, parce que c'est un lieu où on va vivre plein d'émotions différentes qui vibrent. Il se passe voilà, à la fois dans sa vie professionnelle ou dans sa vie de loisirs, et on trouve chez Palpite plein de choses pour vibrer, parce que du coup, quand on retrouvera une activité normale, je prévois d'organiser des conférences, des débats, mais aussi des cours de yoga, des cours de danse, parce que j'organise des cours pour apprendre à danser comme dans les clips. Voilà, on va faire plein de choses différentes et c'est une vie qui vibre, donc ça palpite. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions peut-être? Oui. Alors, on a vu la question de Gabriel sur les dépenses mensuelles. Je peux répondre, ça va vraiment varier d'une activité à une autre. C'est sûr que dès qu'il y a un loyer, ça monte vite. Sur l'activité de service, quand vous exercez depuis votre domicile, forcément les charges sont réduites. Donc c'est assez variable. Je pense que on peut répondre comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Anne-Claire? Eh bien, il y avait une question liée au réseau. C'était de se poser la question justement des réseaux sociaux et de la communication sur les réseaux sociaux. Est-ce que Anne-Claire, tu as suivi une formation ou est-ce que tu es particulièrement vigilante à certains points pour cette communication sur les réseaux sociaux via le web? J'adore les réseaux sociaux depuis des années. Donc, en tant que journaliste, il m'est arrivé au tout début où à l'époque les médias, les rédactions n'avaient pas de community manager, de faire du community management de la rédac. Enfin, voilà. Du coup, je suis très sensibilisée aux réseaux sociaux depuis très longtemps. Et voilà, je suis pas une professionnelle. En fait, je suis une professionnelle sur aucune des parties, aucun des. Des fois, je plaisante en disant que je suis experte en rien, mais experte en tout. Donc voilà. Donc les réseaux sociaux font partie des outils que je maîtrise sans être une experte, mais en tout cas suffisamment pour attirer les clients et faire en sorte que j'ai toujours du monde aux événements et que ça, pour l'instant, ça se passe bien. Donc voilà. Il y avait donc j'ai un compte Instagram, un compte Facebook. Je vous invite à aller regarder les réseaux sociaux de Palpite. C'est vrai que c'est assez efficace. Je suis pas très active sur Facebook. Juste pour préciser, c'est une question qu'on n'a pas posée, mais c'est celle qui a eu le plus de votes. C'est pourquoi choisir d'entreprendre? Donc, il y a plus de 23 personnes là qui ont liké. Je pense qu'on a répondu à cette question-là, Alicia, j'espère. Donc, c'est Alicia qui nous posait cette question. On a le temps encore. Allez, peut-être une dernière question si Eh bien, moi, j'en aurais une. Allez, je dirais pour clôturer, s'il y avait un principal conseil à donner à toutes les personnes qui sont en audio aujourd'hui, ça serait lequel? Pas te louper, Anne-Claire. Tu donnes un bon conseil. Il faut pas. Je suis en train de réfléchir quel était le meilleur conseil qu'on m'avait donné. Est-ce que c'est pas osé justement? Parce que si, c'est ça, ce que j'allais revenir, c'est de faire le premier pas. Alors, si, ce que vous pouvez faire là, c'est peut-être décider là, maintenant, tout de suite, quelle est la première action que vous allez faire cet après-midi une fois qu'on a terminé le webinaire? Quel est ce mail que vous allez envoyer pour demander conseil à quelqu'un? Quel est ce... Enfin, voilà, c'est de commencer par une action et de le faire cet après-midi, voilà. De commencer, il faut faire le premier pas. Donc, si vous avez vraiment envie d'entreprendre, c'est parti, quoi. Faut commencer. Je pense qu'on a terminé avec les questions. Alors, il y a pas mal de questions sur lesquelles on ne s'est pas positionné, on n'a pas répondu. Donc, je vous invite vraiment à les garder sous le coude, vos questions, puis à les poser à votre conseiller lorsque vous le reverrez ou à lui envoyer par mail. Ça peut être une des actions que vous allez entreprendre cet après-midi. En tout cas, merci à vous d'avoir été présent avec nous. Donc, c'était une première là, sur 2021 à l'échelle de la Bretagne. Donc, on est plutôt, en tout cas, moi, je suis à chaud, très satisfait de l'événement. J'ai passé un bon moment. On te remercie en tout cas, Anne-Claire.
Merci Anne-Marine. Et puis, je ne sais pas si vous voulez, Anne-Marine, si tu veux dire un petit mot de fin. Et puis Anne-Claire, pareil. Merci beaucoup Anne-Claire. Juste une précision, le webinaire sera disponible combien de temps? Alors, toutes les personnes inscrites qui ont participé partiellement, totalement, voire pas du tout, auront accès au lien indéfiniment. Il suffira de cliquer sur le lien qui sera envoyé dans votre boîte mail. Nous, on fera en sorte d'extraire la vidéo sur un format un peu différent, mais je vous invite vraiment plutôt à le regarder via le lien, puisqu'il vous aurez accès aux questions, au chat. Ça vous permettra vraiment de mieux suivre ce webinaire-là. Mais il n'y a pas de date. Il ne va pas s'auto-détruire. Merci en tout cas. Anne-Claire, un petit mot Oui, je voulais vous remercier du coup de m'avoir proposé de participer. Alors, et j'avais peut-être envie quand même de dire que, voilà, mon retour c'est juste une expérience et qu'il n'y a pas un profil type et que, moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être experte en quoi que ce soit et qu'il faut pas attendre de tout maîtriser avant de se lancer. Voilà. Et parce que moi, clairement, je pense que je maîtrise pas tout, mais moi, je pense que tu maîtrises beaucoup de choses. Oui, mais tu maîtrises pas tout, mais tu maîtrises, je pense, l'essentiel. Je maîtrise suffisamment pour y aller, mais qu'on n'attende pas de maîtriser tout à 100%. La perfection, ça n'existe pas, donc voilà. Merci beaucoup Anne-Claire, merci beaucoup Anne-Marie, puis merci tout le monde. Donc on vous libère. À bientôt tout le monde. Merci, au revoir. Ouais.